Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le calcul des émissions de GES dans le secteur des transports. Je m'appelle Véronique S, je suis chargée de mission au sein d'EcoCO2, en charge du programme EVE pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, Antoine Thomas, également chargé de mission EcoCO2. Donc, je travaille aussi sur le programme EVE dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, une partie de l'Occitanie, la Corse et les DROMCOM. Avant de démarrer, quelques précisions techniques. Pour tout souci technique, sélectionnez le bouton Aide. Le support de conférence disponible en téléchargement pendant le webinaire. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton Nuages et flèches. Le replay sera envoyé par mail et disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique Questions. Votez pour l'ordre des questions à poser aux intervenants. Et enfin, il y a un sondage en fin de conférence afin de nous améliorer. Nous allons vous présenter tout d'abord les émissions de GES, de quoi parle-t-on? Ensuite, nous verrons les méthodes de calcul des émissions de GES dans le programme EVE. Et enfin, nous terminerons avec l'utilité et la fiabilité des calculs GES. Je laisse la parole à Antoine. Merci Véronique. Alors pour démarrer, on va s'arrêter quelques minutes sur la notion de gaz à effet de serre, pour voir de quoi on parle avant de rentrer un peu plus dans le détail des méthodes. Donc, les gaz à effet de serre sont présents, c'est des gaz qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, comme le gaz carbonique, le méthane ou bien la vapeur d'eau. Ils retiennent une part de l'énergie solaire qui est renvoyée par la Terre sous forme de rayonnement infrarouge. Donc, c'est ce qui permet de maintenir la température de la Terre à une moyenne d'environ 15 degrés. Donc leur présence est vitale parce que sans eux, la température moyenne de la Terre serait d'environ moins 18 degrés. Le problème vient en fait de l'intensification de certains de ces gaz de par les activités humaines. Donc c'est principalement le CO2, mais aussi le méthane ou le protoxyde d'azote. Donc ces gaz à effet de serre, ils proviennent de plusieurs sources. Donc le CO2, il est issu essentiellement de la combustion des énergies fossiles, mais aussi de la déforestation. Le méthane, lui, est plutôt issu de l'agriculture et de l'élevage. Et le protoxyde d'azote, il est émis par certains engrais ou par certains procédés chimiques. Il y a d'autres gaz aussi, mais qui ont un impact, on va dire, moins important. En France, la consommation d'énergie génère 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans le transport, la consommation d'énergie liée au transport représente 29% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous verrez qu'on va parler quand même pas mal d'énergie dans ce webinaire sur les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Il est important aussi de dire quelques mots sur la distinction entre gaz à effet de serre et polluants atmosphériques. On peut confondre les deux. Les émissions de gaz à effet de serre vont plutôt modifier le climat dans sa globalité. Et les polluants atmosphériques qui sont aussi liés aux activités humaines, ils vont surtout avoir un effet sur la qualité de l'air qu'on respire et sur la santé et l'environnement. Alors, ce qui est important aussi, parce que parfois on peut confondre un petit peu ces données, lorsqu'on parle des normes européennes d'émission des véhicules, dites normes Euro, donc qui sont appliquées aux véhicules à moteur thermique. Ces normes ont vocation à fixer des limitations en matière de rejet de polluants et de particules, donc par exemple les oxydes d'azote, monoxyde de carbone. Et ils n'interviennent pas sur les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc l'appartenance à une classe euro ne permet pas de déterminer la quantité de GES émise par un véhicule. Voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre et précisé ce qu'étaient les émissions de gaz à effet de serre, on va
va vous présenter donc les principes et méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc, avant de démarrer, on s'est appuyé et on s'appuie dans ce webinaire sur les outils du programme EVE, qui ont été co-construits par l'ADEME et les entreprises pour calculer et suivre les émissions de gaz à effet de serre, donc FRED 21, EFCOM et objectif CO2. Également sur des méthodes, des référentiels et bases de données établies scientifiquement. Donc, on sera amené à citer la base carbone, le référentiel HBEFA ou le guide info GES. Donc, les principes de base en matière de calcul des gaz à émissions des gaz à effet de serre, pardon. Donc, on pourrait penser que les gaz à effet de serre se mesurent à travers des appareils de mesure, mais en réalité, ce serait assez compliqué et parfois impossible. Donc, la méthode qui est la plus couramment utilisée, c'est d'utiliser des facteurs d'émission. Donc, les facteurs d'émission, correspondent à des quantités moyennes de gaz à effet de serre émises par une source donnée. Donc, cette quantité de gaz à effet de serre, elle est exprimée en équivalent CO2, car on prend en compte d'autres gaz que le CO2. On a vu précédemment, il y a notamment le méthane. Donc, souvent, on va utiliser des facteurs d'émission liés à l'énergie, puisqu'on a vu que l'énergie, c'est la source principale d'émissions de gaz à effet de serre, particulièrement dans les transports, où 95% des émissions proviennent de la combustion de carburant. Donc, dans ce cas, lorsqu'on prend effectivement, on utilise une quantité d'énergie pour calculer les émissions, on va multiplier simplement cette donnée par le facteur d'émission correspondant. Donc, on va prendre quelques exemples pour l'illustrer. Donc là, on vous présente quelques facteurs d'émission. Alors, en vert, ce sont des facteurs d'émission liés à l'énergie, donc ils sont issus du référentiel des facteurs d'émission qui est disponible en ligne sur le site Objectif CO2. Et en dessous, on a des facteurs d'émission plus génériques en rose, qui sont issus du guide Info GES. Donc, si on prend l'exemple du gazole routier à la pompe, le facteur d'émission de cette énergie, de ce carburant, c'est 3,16 kg de CO2 par litre. Donc, si je consomme 100 litres de carburant, je vais multiplier cette quantité de 100 par 3,16 et ça me donne un volume, une quantité d'émission de 316 kg de CO2 équivalent. Alors, tous les carburants n'ont pas le même impact carbone. Si je prends l'exemple du B30, qui contient une partie d'huile végétale, son facteur d'émission est de 2,87 kg de CO2 équivalent au litre. Même principe avec le gaz. Si je prends du GNC d'origine fossile, le facteur d'émission sera de 2,96 kg de CO2 au kilogramme. Mais si je prends du bio-GNC, je vais appliquer un facteur moindre qui est de 0,82 kg de CO2 équivalent au kilogramme. Donc, il est aussi important, très important même, de noter que sont comptabilisées dans ces facteurs d'émission les émissions du puits à la roue. Donc, ça, c'est une expression qui veut dire que les émissions générées qu'on prend en compte, en fait, les émissions générées lors de la combustion de l'énergie en phase d'utilisation du véhicule, par exemple, mais également celles qui sont générées en amont par les opérations de production et de transport de l'énergie jusqu'à son point d'avitaillement. Par exemple, l'extraction du pétrole, son raffinage et sa distribution depuis une raffinerie jusqu'à la pompe. Donc ça, c'est pour les facteurs d'émission liés à l'énergie qui ont un niveau de fiabilité ou un niveau d'incertitude assez faible finalement, parce que, un niveau de fiabilité plus important et un niveau d'incertitude plus faible que d'autres facteurs
comme les facteurs d'émission que je vais vous présenter maintenant, qui sont fournis pour chaque mode de transport ou chaque type d'activité ou moyen de transport même, hein, donc ça va des niveaux assez fins, mais ils sont établis à partir de statistiques ou d'estimations moyennes, par exemple une moyenne de consommation en fonction du véhicule et du poids transporté. Donc dans ce cas, la précision est moins bonne du fait du manque de spécificité de la donnée. On va maintenant passer aux méthodes de calcul proprement dites qui sont utilisées dans le programme EV et qu'on peut effectivement utiliser dans l'utilisation des outils du programme EV. Donc, il y a deux cas de figure. Le premier cas, je vais calculer les émissions de ma flotte opérée ou propre, hein, c'est-à-dire qui m'appartient. Et dans le deuxième cas, je vais calculer les émissions de ma sous-traitance. Donc, selon le cas, je ne vais pas utiliser le même outil, mais la même méthode non plus. Donc, dans le premier cas, sur la flotte opérée, on part de l'hypothèse que l'entreprise connaît la consommation de carburant de sa flotte. Donc, généralement, les consommations de carburant font l'objet d'un suivi en interne et constituent des données d'activité accessibles et vérifiables hein, par l'intermédiaire de factures ou de logiciels. Donc, l'entreprise va donc pouvoir utiliser l'outil en ligne Objectif CO2 après inscription pour calculer directement ses émissions à partir de ces données d'activité carburant kilomètre. Dans le cas numéro 2, dans le cas des flux sous-traités, c'est différent. Le donneur d'ordre ne connaît a priori pas les consommations de carburant. Il n'est donc pas possible pour lui de calculer directement les émissions comme dans la méthode précédente. Dans ce cas, les outils EV, FRED21 et FCOM, je rappelle que FRED21, c'est un outil c'est un dispositif qui s'adresse aux chargeurs et FCOM aux commissionnaires. Ces outils vont permettre de modéliser les émissions de gaz à effet de serre en utilisant à la fois des données maîtrisées par le donneur d'ordre, ça peut être des types de flux, des modes de transport, des marchandises, de la distance, et aussi des valeurs moyennes de référence qui sont établies par exemple par mode de transport, type de flux, type de véhicule. Par exemple, le facteur d'émission dont j'ai parlé précédemment, pas ceux liés à l'énergie, mais les autres. Alors, une autre possibilité pour le donneur d'ordre, on est toujours dans le cas 2 où je vais calculer les émissions de ma sous-traitance. Celle-là ne relève pas vraiment d'un calcul, mais elle consiste à consolider les outils, dans les outils EV, donc que ce soit FRED21 ou FCOM, les informations GES fournies par ses sous-traitants dans le cadre du décret Info GES. Donc je laisserai Véronique revenir plus dans le détail sur ce décret tout à l'heure. Donc, à noter que ces deux dernières méthodes que je viens de décrire, voire même l'ensemble des méthodes que je viens de décrire, peuvent être combinées dans le cadre d'un calcul de ces émissions d'ensemble hein, à travers les outils FRED21 et FCOM. C'est-à-dire, si j'ai une flotte en propre, mais aussi des flux sous-traités, je peux combiner l'ensemble de ces méthodes à la fois. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur la méthode flotte opérée. Donc, les calculs variant en fonction de ces critères, on va dans un premier temps segmenter la flotte de véhicules par gabarit de véhicules, par activité, énergie utilisée, notamment le type de carburant et les conditions de température. Voilà. Ensuite, pour calculer ces émissions, l'entreprise va devoir renseigner certaines données d'activité. Donc, les données d'activité, c'est celles qui sont sur le tableau d'en haut. Donc, on a essentiellement les quantités de carburant, la distance parcourue et les tonnes kilomètres. Donc, une tonne kilomètre correspond au transport d'une tonne sur un kilomètre. Dans le TRV, on va plutôt dans le transport routier de voyageurs, parce que là, c'est plutôt les tonnes kilomètres sont utilisées dans le transport routier de marchandises, mais dans le transport routier de voyageurs, la méthode est la même, sauf qu'on va utiliser une donnée voyageur kilomètre. Donc, un voyageur kilomètre correspond à un voyageur transporté sur un kilomètre. Donc, plusieurs méthodes de calcul sont possibles hein, pour calculer les tonnes kilomètres ou les voyageurs kilomètres. Je ne rentrerai pas dans le détail non plus, ce serait trop long, mais je vous renvoie au référentiel label TRM et TRV hein, qui détaillent les méthodes de calcul.
À noter quand même que ces deux données-là permettent d'évaluer le taux de remplissage moyen sur la distance parcourue. C'est pour ça qu'on va les utiliser. Ensuite, à partir de ces données, on va pouvoir calculer les émissions. Donc, c'est l'outil qui va le faire automatiquement. Donc, il va calculer les émissions globales selon la méthode qui est entourée en rouge. C'est selon la méthode que j'ai décrite tout à l'heure. On part de la consommation de carburant et on va multiplier par le facteur d'émission correspondant. Donc là, dans notre exemple, on a à la fois une consommation de gazole et une consommation de GNR, donc ils ont un facteur d'émission différent. Et donc, on va multiplier la quantité de gazole par le facteur d'émission du gazole et la quantité de GNR par le facteur d'émission du GNR. Ça va nous donner des émissions globales. Donc là, dans notre exemple, c'est 1230 tonnes de CO2 émises sur une année par un groupe de véhicules. C'est des porteurs, 20-26 tonnes dans notre exemple. À côté de ce calcul d'émissions globales, on va aussi pouvoir calculer les émissions au kilomètre et à la tonne kilomètre en utilisant les données vues précédemment. Donc ça, c'est des indicateurs aussi qui peuvent être utilisés dans différents cas. Véronique reviendra notamment dessus dans le cadre de la partie sur l'info GES. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon on n'a pas le temps. Donc, je vais présenter maintenant la méthode de sous-traitance modélisée. Donc, dans ce cas, la sous-traitance, la sous-traitance en général recouvre des cas très variés. Donc, on va modéliser les émissions par activité et flux de transport. Donc, un flux de transport est défini par un mode de transport. Donc, cette méthode, elle permet, comme la méthode précédente, de décliner les émissions en plusieurs indicateurs en tonnes de CO2. Donc, c'est l'équivalent de CO2, ça c'est les émissions globales, mais aussi en grammes de CO2 à la tonne kilomètre. Et si on veut, à partir d'autres unités, on peut aussi calculer au colis, à la palette ou à la tonne. Donc, premier cas de figure, sur le mode routier, sous-traitance, là c'est la méthode modélisée, mais pour la sous-traitance routière. Donc là, il y a deux types de prestations, soit du transport dédié, soit du transport partagé, donc en lot complet ou en lot partiel. Donc dans chaque cas, on va sélectionner des critères déterminants pour caler les paramètres de la modélisation. Et l'outil va, en fonction de ces critères, déterminer la consommation moyenne kilométrique en se référant à la base de données HBEFA, qui est une base de données développée, qui est européenne, hein, et qui permet de déterminer par pays et par année les consommations de carburant des véhicules en fonction notamment de leur gabarit et du tonnage moyen transporté. Donc, le principe, là, pour le mode routier, c'est vraiment d'estimer une consommation moyenne, puisqu'on n'a pas la consommation réelle pour les flux concernés. On va essayer d'estimer cette consommation en allant à partir, effectivement, notamment du gabarit et du tonnage moyen transporté. On va ensuite appliquer le facteur d'émission correspondant pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'autre méthode, c'est pour les autres modes de transport que la route. Et donc là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne va pas chercher à estimer une consommation moyenne. On va utiliser directement un facteur d'émission en grammes de CO2 à la tonne kilomètre. Là aussi, je renvoie aux facteurs que je décrivais tout à l'heure, qui sont issus de statistiques et de moyennes observées. Alors, je reviens quand même rapidement. Ces données, ces facteurs d'émission, ils sont propres à chaque mode de transport. Donc, pour le ferroviaire, il va être sélectionné en fonction du pays. Pour le fluvial et le maritime, ça peut être en fonction du bateau ou du navire ou de la ligne commerciale. Et pour l'aérien, ça va être en fonction du type de transport. Donc, ça va être déterminant. Il y a d'autres données d'activité qui sont aussi nécessaires pour faire ce calcul. Et donc, on va se référer à différentes sources, donc la base carbone, le guide info GES, Eco-Transit World pour la partie ferroviaire, Clean Cargo Working Group pour le maritime. Voilà. Et un calculateur d'émissions aussi de la DGAC pour l'aérien. Donc, je termine avec la sous-traitance déclarée, la méthode pour la sous-traitance déclarée. Je l'ai dit, cette méthode, elle consiste à consolider dans les outils F des informations GES fournies par les sous-traitants.
Donc là, le donneur d'ordre devra renseigner pour les prestations pour lesquelles il a récupéré l'info GES sur l'année concernée, les tonnes kilomètres correspondantes et les émissions en grammes de CO2 à la tonne kilomètre. Ou alors la quantité de gaz à effet de serre qu'on va ensuite diviser par les tonnes kilomètres. Voilà. Donc j'en ai terminé pour les différentes méthodes et je laisse la parole à Véronique. Dans cette troisième partie, nous verrons plus précisément les calculs d'information GES par rapport au guide méthodologique information GES des prestations de transport. Alors, il ne sera pas possible de rentrer dans les détails de chaque métier, chaque mode, chaque activité. Et à la fin du support, vous trouverez la liste pour pouvoir aller plus loin dans les détails. Le programme F vous permet de gérer et de suivre les émissions de CO2 de l'activité transport dans une démarche de réduction d'émissions de GES proactive. Suivre ces émissions permet tout d'abord de mesurer les bénéfices environnementaux par le suivi des émissions de GES et les indicateurs environnementaux, appelés aussi KPI. Alors, ces derniers offrent aussi la possibilité d'analyser les résultats en plus des quantités de GES. Ensuite, ça permet de valoriser les efforts éco-responsables de l'entreprise, à la fois en interne auprès des collaborateurs et en externe auprès des clients, puisque cela peut constituer un avantage compétitif. Ces deux impacts, la mesure et les efforts, permettent de compléter sa démarche RSE en logistique. N'hésitez pas à consulter notre webinaire sur la RSE. Et cela permet également de transmettre les émissions GES nécessaires pour les bilans carbone. Et enfin, le dernier impact, et qui sera le plus développé, c'est faciliter l'information GES réglementaire des prestations de transport. Alors, un léger rappel quand même sur les sources réglementaires. Donc, l'article L1431-3 du Code des transports dispose notamment que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir aux bénéficiaires de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. 23 articles du Code des transports fixent les principes de calcul commun à tous les modes de transport et ils en précisent les modalités d'information du bénéficiaire. La méthodologie de calcul est basée sur une norme européenne. Limitée initialement à compter du 1er octobre 2013 au dioxyde de carbone, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu depuis le 1er juin 2017 l'information donnée à d'autres gaz à effet de serre. Étant donné la variété des situations donc, du guide méthodologique réalisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il est à votre disposition et on vous a également mis le lien en fin de ce support. Les articles du Code de transport exposent la méthode à utiliser pour calculer les émissions de GES des prestations de transport et cette méthode prévoit 4 étapes. La première, c'est la décomposition de la prestation de transport en segments, c'est-à-dire décomposer le ou les trajets. Par exemple, pour les entreprises en marchandises, avant d'arriver chez le destinataire final, plusieurs flux d'acheminement peuvent être nécessaires. La deuxième étape nécessite le calcul de la quantité de sources d'énergie consommées pour chaque segment, des quantités comme des litres ou des kilos. Enfin, il faut convertir la quantité de sources d'énergie en quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment. Cette conversion s'effectue grâce aux facteurs d'émission qui sont annexés aux différents textes réglementaires. Et enfin, la quatrième étape concerne l'addition des quantités de gaz à effet de serre des différents segments. Alors, une petite précision technique, les kilomètres à vide doivent également être comptabilisés dans la décomposition des segments. Alors, plusieurs situations coexistent en fonction du degré de connaissance de la consommation de sources d'énergie et du nombre de bénéficiaires d'une prestation. La première situation, la consommation de sources d'énergie pour la prestation est connue, c'est-à-dire la quantité consommée pour cette prestation, comme par exemple des litres de gasoil, des kilos de GNV ou des kilowattheures d'électricité.
Ensuite, il faut déterminer si le moyen de transport ne concerne qu'un seul ou plusieurs bénéficiaires. En marchandises, on parle de dédié, c'est le lot complet, ou de partagé s'il y a plusieurs bénéficiaires, comme pour les activités de lot partiel ou messagerie. En voyageurs, on a plusieurs bénéficiaires dans un transport collectif, car scolaire par exemple, alors que l'activité taxi, elle, va concerner plus souvent un seul bénéficiaire. Le premier cas à gauche, on connaît la quantité consommée et les émissions sont affectées à un seul bénéficiaire. La formule de calcul est consommation de la source d'énergie multipliée par le facteur d'émission. Donc, on connaît la quantité. Là, je vous ai mis un exemple, 95 litres. On multiplie les nombres de litres par 3,16 et on obtient donc la quantité de kilos de CO2 qui ont été émis pour cette prestation, donc ce trajet de 425 km. Le deuxième cas, la consommation de sources d'énergie est toujours connue, mais le moyen de transport concerne plusieurs bénéficiaires. Il faut alors répartir les émissions entre les bénéficiaires. Pour cela, on devra compléter la formule avec la part du bénéficiaire par rapport à la totalité transportée. On a la même formule, mais on y ajoute le nombre d'unités. On multiplie en plus le nombre d'unités pour la prestation par le nombre d'unités dans le moyen de transport. Donc là, pareil, on a un exemple. On a un lot de 2,5 tonnes qui est transporté dans un véhicule qui a 5,6 tonnes de marchandises. On consomme toujours 95 litres pour 425 km. On multiplie les litres par le facteur d'émission et on multiplie donc par la part du lot par rapport au poids total. Maintenant, voyons la deuxième situation. La consommation de sources d'énergie n'est pas connue pour la prestation en particulier. On retrouve le cas où le moyen de transport ne concerne qu'un seul bénéficiaire et le cas avec plusieurs bénéficiaires. Il faut donc estimer la consommation à l'aide d'une consommation moyenne, souvent kilométrique, et du trajet, souvent distance en kilomètres. La formule de calcul pour un seul bénéficiaire de la prestation est le taux de consommation de la source d'énergie multiplié par la distance multiplié par le facteur d'émission. Une précision, ces informations, elles peuvent être récupérées dans le cadre des dossiers Objectifs CO2 pour les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises. Le quatrième et dernier cas, on est toujours dans la situation où la consommation de sources d'énergie n'est pas connue, pour la prestation en particulier, et le moyen de transport concerne plusieurs bénéficiaires. Il faut d'une part estimer la consommation à l'aide d'une consommation moyenne, d'un groupe de véhicules et du trajet, et d'autre part répartir les émissions entre les bénéficiaires. On retrouve donc la même formule, mais on y ajoute à nouveau la répartition pour le bénéficiaire concerné, donc le nombre d'unités transportées pour la prestation, divisé par le nombre d'unités dans le moyen de transport. Pour cette quatrième formule, il est plus simple de rassembler les données qui ne dépendent pas de chaque prestation, qui seront utilisées pour plusieurs prestations qui correspondent au même moyen de transport, comme les gabarits, et à la même source d'énergie et au même type de transport. On peut donc rassembler une partie des données dans une donnée agrégée, grammes de CO2 à la tonne kilomètre ou grammes de CO2 au voyageur kilomètre. Cela signifie combien j'émets pour transporter une tonne ou un voyageur sur un kilomètre. On ne va pas rentrer dans les détails de calcul donc, de cet indicateur. Vous avez à votre disposition une liste de tutos qui vous permettront donc de comprendre tous les calculs en lien avec cet indicateur. En plus de faciliter les calculs, cet indicateur a l'intérêt de pouvoir suivre et analyser l'évolution de l'impact environnemental de l'activité transport. Ainsi, il nous permet d'avoir une formule simplifiée, la donnée agrégée, nombre multiplié par le nombre d'unités transportées pour la prestation, multiplié par la distance. Avant de voir un exemple, il est nécessaire de connaître le niveau de précision du calcul des indicateurs. Il est prévu 4 niveaux de précision pour les deux données suivantes, le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.
Il est possible d'utiliser un niveau différent pour chacune des deux données dans un même calcul. Cela permet d'avoir recours à un niveau plus fin pour l'une des deux données lorsque cela est possible. Ces niveaux sont classés par ordre croissant de précision. Les valeurs de niveau 1 sont des valeurs par défaut qui sont fournies pour chaque mode de transport par type d'activité ou de moyen de transport. Elles sont fixées par arrêté qui, depuis sa modification en 2017, Depuis 2017, donc, ce niveau 1 est autorisé uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les activités sous-traitées, donc pour la modélisation qu'Antoine nous a présentée, ou pour un nouveau moyen de transport. Ça signifie donc que toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues d'atteindre le niveau 2 ou plus. Le niveau 2, c'est la moyenne sur l'activité de la flotte. Elles correspondent à des moyennes calculées par le prestataire, mais sur l'ensemble de son activité. Les valeurs de niveau 3, ce sont des moyennes calculées à partir d'une décomposition complète de l'activité déterminée par l'entreprise de transport. Elles correspondent donc à des moyennes calculées par le prestataire, par gabarit des moyens de transport, par source d'énergie et par type de trajet. Enfin, le niveau 4, c'est les données réelles de la prestation de transport qui est mesurée spécifiquement par l'entreprise de transport pour chaque prestation. D'où l'importance de décomposer l'activité en plusieurs segments pour le calcul et la représentativité des indicateurs appelés KPI. La charte objectif CO2 permet d'accéder aux valeurs de niveau 3. Pour essayer un petit peu de comprendre la différence entre les niveaux, on va prendre des exemples complètement fictifs. Un exemple en marchandises par route, un lot partiel pour 2,5 tonnes pour le lot qui fait 286 km. J'utilise l'information GES de niveau 1. Je peux obtenir donc dans les tableaux, je vous ai mis le numéro du tableau que l'on retrouve dans le guide méthodologique de l'information GES, la donnée agrégée qui correspond à 85 grammes de CO2 équivalent par tonne kilomètre. Ainsi, je peux calculer pour ce lot avec la donnée agrégée 85 multipliée par 2,5 tonnes multipliée par la distance. Ce lot donc nécessite 60,8 kg de CO2 pour être transporté sur 286 km. Pour atteindre le niveau 3, l'entreprise aura donc besoin de segmenter par type de véhicule, gabarit et activité, de connaître les litres de gasoil consommés pour ce groupe de véhicules, les kilomètres parcourus pour ce groupe de véhicules, ce qui permettra de calculer les litres au kilomètre, les tonnes kilomètres de ce groupe qui permettront à la fois soit de calculer le poids moyen, soit par le poids moyen, on calculera les tonnes kilomètres. Elle pourra obtenir le calcul de sa donnée agrégée en grammes de CO2 équivalent par tonne de kilomètre et l'utiliser donc pour calculer les émissions de la prestation. La charte objectif CO2 lui permettra de calculer sa donnée agrégée sur 12 mois au niveau 3. Maintenant, prenons un exemple voyageur, donc un transport collectif, un transport scolaire dans une agglomération de 150 000 habitants. Le trajet, donc, ce sont des abonnements à l'année pour des élèves et sur l'année, les élèves parcourront 1500 km. Si on utilise le niveau 1, la formation GES pour la prestation, on utilise toujours le guide méthodologique. La donnée agrégée de niveau 1 s'élève à 160 grammes de CO2 équivalent par passager kilomètre. On multiplie la donnée agrégée par le nombre d'unités et la distance et on obtient la quantité de CO2 pour un voyageur sur cette année. Exactement comme en marchandises, pour atteindre le niveau 3, l'entreprise de transport de voyageurs devra segmenter par gabarit de véhicules et son activité, par exemple le scolaire, le tourisme, les litres de gasoil consommés pour ce groupe de véhicules, les kilomètres parcourus par ce groupe, les voyageurs kilomètres parcourus par ce groupe, soit pour obtenir le calcul du nombre moyen de voyageurs ou par le nombre moyen de voyageurs, faire le calcul de ces voyageurs kilomètres. Et elle pourra obtenir sa donnée agrégée en grammes CO2 équivalent voyageurs kilomètres. Là également, la charte objectif CO2 lui permettra d'atteindre le niveau 3 sur 12 mois.
Pour conclure, en fonction donc des acteurs et des données disponibles, on utilise des méthodes et outils différents avec des niveaux de fiabilité différents. Donc l'objectif, c'est de fiabiliser les données pour répondre à l'information GES. Les outils du programme EVE mettent à disposition également une plateforme d'échange de données pour faciliter la transmission et la récupération des données environnementales entre transporteurs et donneurs d'ordre. Le mois prochain, mardi 8 décembre, cette plateforme d'échange de données vous sera présentée par nos collègues Guillaume Galis et Jérémy Hanot. Voilà, donc nous avons terminé la présentation. Un dernier détail technique, n'hésitez pas à remplir donc, le questionnaire du sondage que vous pouvez voir donc, à droite de votre écran. Et nous allons passer… Ah, pardon. D'abord, vous avez la liste de tous les liens qui vous permettent d'avoir plus de précision, si vous le souhaitez. Et nous allons passer donc aux questions. Alors, Véronique, il y a une question qui a été posée sur le facteur d'émission du bio-GNC, donc par Mathilde Barbier. Donc la question portait sur la valeur donc, de ce facteur d'émission de la base carbone qui apparemment indiquait une valeur de 0,608 kg de CO2 équivalent, alors que nous, on a présenté une donnée de l'ordre de 0,82 kg de CO2. Donc, je n'ai pas forcément la réponse. Peut-être que nous, la donnée qu'on vous a présentée tient compte de la phase de combustion et amont, comme je l'expliquais précédemment, et peut-être qu'effectivement cette valeur-là n'en tient pas compte, ou alors c'est la valeur unitaire, parce que souvent sur la base carbone, on n'utilise pas forcément toujours la même équivalence, c'est-à-dire en kilogrammes, c'est parfois d'autres valeurs qui sont utilisées. Donc on va vérifier et puis on vous répondra. Mais effectivement, ça c'est la donnée qu'on a et qui est dans le référentiel aussi, qui est publié qui est diffusé sur le site de l'objectif CO2. Il y a un référentiel des facteurs qui sont à jour de l'année 2020. Et effectivement, c'est bien le 0,82 kg de CO2 au kilogramme qui est utilisé. J'en profite, j'enchaîne avec une deuxième question, mais là Arnaud a répondu sur les émissions des polluants, hein, particules, NOx, etc. Donc là, l'objectif CO2, hein, donc là on est sur le dispositif pour les transporteurs, permet d'évaluer la performance en termes d'émissions de polluants sur la base des kilomètres effectués par norme euro de véhicule. Donc là, il faut effectivement passer par l'outil Objectif CO2 qui va faire une évaluation de cette performance sur ce type de polluant. Est-ce que tu veux poursuivre, Véronique? Oui, alors je regarde sur le calculateur CO2. Alors, attends, le calculateur CO2, sauf que c'était la réponse, parce que là, je ne vois pas la question. Alors, oui, alors c'est Nathalie Vernet qui demande si qui explique qu'on parle parfois de calculateur CO2 certifié. Cela existe-t-il et qui certifie, s'il vous plaît? Alors, bon, à ma connaissance, nous, on se base effectivement dans les méthodes qu'on vous a présentées sur des méthodes et en quelque sorte des calculateurs, hein, parce que ce qu'on a développé comme méthode et comme outil, c'est effectivement des calculateurs d'émissions. Donc, ceux-là sont validés, sont certifiés, établis scientifiquement sur la base des travaux de l'ADEME ou d'autres structures effectivement connues et reconnues. Après, alors là, j'ai… Pardon. Oui, je t'en prie. Là, j'ai une question de Philippe Martin. Donc, sur les taux d'émission, donc sont considérés à l'identique que l'on soit en kilomètres à vide ou kilomètres en pleine charge. Non, quand on est à vide, on consomme moins que lorsque l'on est en charge, bien entendu. Donc, la réglementation demande à ce que les kilomètres à vide soient intégrés dans le calcul des émissions GES.
Et dans les outils pour calculer les émissions de CO2 ainsi que les indicateurs, en fait, on calcule les tonnes-kilomètres les tonnes-kilomètres en charge. Donc, dans le calcul, on retire les kilomètres en charge pour calculer le taux de remplissage. On retire les kilomètres à vide pour calculer le taux de remplissage, mais on intègre les émissions de CO2 qui sont aussi émises pendant les kilomètres à vide. Donc, elles sont comptabilisées dans le total des litres consommés, mais elles sont comparées à taux de chargement. Alors, juste pour compléter, parce je vois qu'Arnaud avait répondu. Alors, peut-être qu'effectivement, on n'a pas compris la question de la même façon. Mais pour compléter ce que disait Véronique, les facteurs d'émission liés à l'énergie qu'on a présenté, par exemple le facteur d'émission du gazole ou du gaz, effectivement, là, on est sur vraiment la consommation d'une quantité d'énergie. Elle ne tient pas compte effectivement, du poids du véhicule. C'est-à-dire la consommation d'un litre de gazole va émettre 3,16 kg de CO2 équivalent, que vous soyez chargé ou pas. Donc là, on est vraiment sur une consommation, une quantité de litres. En revanche, ça aura un impact sur votre consommation moyenne. Et donc, effectivement, en définitive, si vous roulez en pleine charge ou si vous roulez à vide, vous n'aurez pas la même consommation moyenne et la même consommation au final. Mais du coup, ça se traduira par la quantité que vous allez multiplier par le facteur d'émission. Mais lui, le facteur d'émission ne va pas changer. Ouais, donc, on espère avoir répondu à votre question de différentes manières. D'autres questions? Tu as vu d'autres questions? Alors là, j'en vois une d'Éric Desmangeons. Pourquoi utiliser le facteur tonnage quand vous avez plusieurs bénéficiaires et ne pas l'utiliser quand il y a un seul bénéficiaire? Avec ce calcul, le groupage ou la messagerie auront toujours un impact plus important. Alors, pour calculer la quantité d'émissions de GES, ce qui est nécessaire de savoir, c'est la quantité d'énergie consommée. Donc, peu importe en fait la marchandise quand on a un seul bénéficiaire, puisqu'on a la quantité d'émissions calculée à partir de la quantité de litres, par exemple, de gasoil consommé. Alors, dans la présentation, c'est un élément assez difficile pour les entreprises d'être capable de dire exactement, comme je l'ai montré dans les exemples, mais ça, c'est les exemples de base du calcul, de savoir exactement la quantité consommée pour une prestation, pour un trajet lundi de 8 heures avec des chargements à 10 heures. Ça, c'est très difficile. D'où l'utilisation d'une consommation au kilomètre. Donc, on n'a pas besoin de la quantité de tonnage pour connaître la quantité de GES, mais par contre, on a besoin de la quantité de tonnage pour calculer l'indicateur grammes de CO2 à la tonne kilomètre ou pour tout simplement calculer ces tonnes kilomètres. Donc, avec ce calcul, le groupage et la messagerie auront toujours un impact plus important. Alors là, je vous renvoie aux applicatifs de calcul des tonnes kilomètres, parce que sinon, on va rentrer dans des détails. Il y a différentes méthodes de calcul. Il y a des calculs pour les tonnes kilomètres prévus pour les lots complets, qui sont prévus pour les lots partiels, et il y a aussi une autre méthode pour le groupage et la messagerie. Peut-être pour compléter ce que tu disais, effectivement, à la question de M. Desmangeons, en fait, pourquoi, quand on a plusieurs bénéficiaires, pourquoi utiliser le facteur tonnage? En fait, c'est pour faire au prorata, pour essayer d'estimer au prorata la part qui revient à chaque destinataire, en fait, la part d'émission qui revient à chaque destinataire. Bon, il y a une question en dessous. Alors, attendez, hop, qui s'affiche. Est-ce que nous serons taxés sur le CO2 déclaré? Si oui, alors je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre. Oui. D'autres questions? Oui, une question de Imen Ben Mohamed qui demandait où peut-on trouver les détails des méthodes de calcul des émissions GES? Donc Arnaud a répondu apparemment. Oui, il faut se référer à la base carbone. Hein, les facteurs d'émission qu'on vous a présentés sont issus de la base carbone de l'ADEME.
Dans ce document, dans cette base de données, vous avez tous les éléments relatifs à tous ces carburants ou toutes ces énergies. Alors j'ai vu qu'on a posé, que certaines personnes ont posé des questions sur des carburants un peu nouveaux, un peu spécifiques, dans l'HVO ou le B100. Là aussi, je n'ai pas l'information du facteur d'émission et je ne suis pas sûr qu'il soit dans la base de données de l'ADEME. Là, en général, on est plutôt on applique un taux de réduction d'émissions par rapport à un carburant, un autre carburant, pour l'instant, mais à confirmer. Donc là aussi, ça fait partie des choses qu'on va vérifier avec le facteur d'émission du bio-GNC. La question de Paul Kukel. Dans la base de données HBEFA, le transport de bois, existe-t-il les consommations dans le bois allant de 45 à 65 litres au 100 km? Alors, la base de données HBEFA et HBEFA donc va pas forcément donner une référence par type de marchandise. On ne va pas avoir sur le type de marchandise, on va avoir plutôt sur le type de trajet, si c'est du partiel, si c'est du complet. On peut avoir des informations aussi sur les citernes. Donc, il y a différents détails en fonction des gabarits des véhicules. Alors, en effet, vous avez raison, on a des consommations importantes dans le transport du bois, de grumes. Mais alors, ils ont par contre un autre avantage, c'est qu'ils ont un poids moyen très, très élevé. Donc, la donnée HBEFA, ça va être une référence. Ce ne sera pas forcément l'indicateur utilisé dans le calcul par rapport à l'activité et les tonnes kilomètres. Donc effectivement, l'estimation de la consommation va tenir compte du poids, comme le disait Véronique, du poids, du gabarit déjà de véhicule utilisé et du poids chargé. Je crois qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Alors, je vois qu'il y a une question à nouveau sur le biogaz. Le facteur d'émission du biogaz n'est pas discutable, sachant qu'il prend en compte les émissions de CO2 évitées grâce à la méthanisation, laquelle remplace la décomposition naturelle de la biomasse très émettrice de GES. Alors, je sais pas trop, je comprends pas trop la question, je ne sais pas Antoine, là, c'est Richard Trapeau. Ouais, ok, je vois. Est-ce que alors moi, j'en ai une. Est-ce que le facteur d'émission du biogaz n'est pas discutable, sachant qu'il prend en compte les émissions de CO2 évitées grâce à la méthanisation? Alors, les facteurs d'émission ne prennent pas en compte des émissions évitées. Hein. Les facteurs d'émission, ils prennent en compte plutôt les émissions que vont générer ou que va générer la consommation du carburant en question. Donc, je ne comprends pas trop la question. J'ai noté sinon une question sur les calculs, une question d'Audrey Poignant sur les calculs dans le cas de la messagerie. J'imagine que c'est pour calculer les tonnages. Alors, oui, je vois qu'Arnaud a répondu. Effectivement, dans le cadre de la charte objectif CO2 ou dans la démarche objectif CO2, donc on peut vous accompagner dans le cadre de ces calculs un peu particuliers. Mais il y a une méthode, en tout cas, j'ai parlé tout à l'heure des méthodes de calcul des tonnes kilomètres. Dans le référentiel du label, il y a notamment une méthode justement qui s'applique au cas des tournées de distribution et de collecte et de distribution, donc qui peut s'appliquer à ce type de transport. Là, je vois aussi Guillaume Marchand dans l'activité surgelée. Le tracteur peut être au gasoil et la semi en gaz et vice-versa. Existe-t-il des outils qui prennent cela en compte? Alors, dans la charte objectif CO2,
on distingue donc la consommation de l'énergie utilisée. Donc, si vous avez un tracteur au gaz, donc vous aurez des consommations en kilos. Tous les calculs se feront donc à partir de la consommation du gaz. Et si votre remorque est au GNR, par exemple, vous aurez donc il y a un onglet spécial pour pouvoir donc préciser la consommation de la remorque. Je crois qu'il est 15h20, on arrive au bout du temps imparti. Tu as des questions que tu as vues auxquelles on n'a pas répondu? Je crois que c'est bon. Oui, je pense, parce que après c'est vrai que c'est des questions un petit peu plus précises. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reviendra donc, vers les personnes qui ont posé des questions pour les quelques questions où on n'avait pas forcément la réponse précise. Oui, on vous répondra de toute façon directement par écrit pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu. Je pense qu'on va clôturer. Oui, on peut clôturer. Merci de votre attention. Merci à tous. Et à bientôt dans le cadre d'un prochain webinaire peut-être. Bonne journée. Au revoir.